Tu n'as jamais l'impression que le monde est parfois un peu trop silencieux, comme s'il y avait un bourdonnement en arrière-plan, juste sous la surface, un bruit que la plupart des gens ne remarquent jamais. C'est là que vivent les choses sombres, les choses dont on ne parle pas. Peut-être parce qu'on ne les connaît pas, ou peut-être parce qu'on a trop peur de les admettre. Dans tous les cas, ces choses-là se fichent moins de nous, pas même un peu. Pour elles, nous ne sommes rien de plus que des nuisibles qui grouillent sur leur territoire, comme des fourmis sur le chemin d'une botte. Tu vois, je fais partie de ce qu'on appelle la force d'intervention contre les cryptides. Ça sonne officiel, non? Et ça l'est. On a le budget, le matos, l'entraînement. Tous les jouets brillants que l'argent peut acheter. La plupart des gars avec qui je bosse, ce sont des anciens opérateurs des forces spéciales. SAS, Delta, Spetsnaz, Marsoc, tu les nommes, ils y étaient. Des tueurs endurcis venus des quatre coins du monde. Notre boulot, empêcher leur monde de trop déborder sur le nôtre. Être le mur qui sépare les ombres de ta vie paisible et ignorante. On va là où on a besoin de nous. Des endroits où il se passe des choses étranges. Des pics de disparition de randonneurs, des campeurs qui s'évaporent sans laisser de traces. Des apparitions bizarres qui se multiplient. C'est là qu'on intervient. Le plus souvent, c'est une mission simple. Trouver la menace. L'éliminer. Pas de négociation. Pas de deuxième chance. Et on a un dicton ici qui résume bien notre travail. Rien que des balles ne puissent guérir. Laisse-moi te donner un conseil gratuit. Ne cherche pas ces choses. Ce n'est pas un blockbuster hollywoodien ou un documentaire de Discovery Channel. Ces créatures n'en ont rien à faire de ta curiosité ou de ton goût pour l'aventure. Elles te tueront, tout simplement. Elles te déchiquetteront, boufferont ce qui leur est utile et laisseront le reste pour les charognards. On a ramassé plus qu'il n'en faut de chasseurs de cryptides amateurs dans des zones chaudes, leurs corps si mutilés qu'on a dû utiliser leur dossier dentaire pour les identifier. Tu crois être prêt? Tu ne l'es pas. Même dans ce métier, tu ne vois pas tout. Il y a des cryptides là-dehors que je n'ai jamais rencontrés. Juste des histoires entendues autour d'un verre de whisky et d'un mauvais cigare, échangées entre équipes. Chaque rencontre est un cauchemar en soi, unique dans son horreur. Maintenant, un peu sur moi. J'étais dans les Forces Recon. J'ai passé des années à voir à quel point l'humanité pouvait devenir monstrueuse quand elle retire ses gants. Ses souvenirs ne disparaissent pas. Ils s'accrochent à toi comme de la boue, te pèsent. Après être parti, j'ai fait un peu de mercenariat, un boulot qui te garde dans une zone grise, moralement parlant. Un truc en a amené un autre, et je me suis retrouvé recruté dans cette unité. Les bonnes compétences, ça finit toujours par se savoir. En ce moment, ma spécialité, ce sont les loups-garous et ce qu'on appelle les hommes-cerfs, des humanoïdes à tête de cerf aussi inquiétants qu'ils en ont l'air. Les hommes-cerfs, étonnamment, sont les plus calmes, paisibles même, tant que tu ne les provoques pas. Les loups-garous, c'est une autre histoire. On a réussi à établir une sorte de trêve fragile avec eux. La plupart, quand ils ne sont pas transformés, vivent complètement en marge. Ils ont accepté de rester discrets et de surveiller les leurs. Mais même ça, c'est loin d'être infaillible. Dernièrement, quelque chose a changé. Des rapports commencent à arriver. De grandes créatures bipèdes rôdent près des villes à la lisière des forêts. Des disparitions. Des familles appelant la police locale, tremblantes, bégayant que leurs enfants ont vu leur père se faire traîner au loin par ce qu'ils appellent des hommes-chiens. C'est ça, l'obscurité, pas vrai? Tu ne sais jamais ce qui t'observe, juste au-delà de la lumière. On a décidé de rendre visite aux alphas locaux. Ce n'était pas le genre de rencontre où on envoie une invitation. C'était du business. 8 dans l'équipe, avec un QRF, Quick Reaction Force, de la taille d'un peloton posté à quelques kilomètres, prêt à débarquer en trombe si ça tournait mal. On s'est entassé dans notre MRAP et on a roulé en direction de la forêt. Le trajet était silencieux, à part quelques blagues ou histoires qui volaient ici et là. Moi, j'étais en train de piquer un somme, grappillant quelques précieuses minutes de sommeil, jusqu'à ce que le ralentissement subtil du véhicule me sorte de ma torpeur. Tu n'as jamais l'impression que le monde est parfois un peu trop silencieux, comme s'il y avait un bourdonnement en arrière-plan, juste sous la surface, un bruit que la plupart des gens ne remarquent jamais. C'est là que vivent les choses sombres, les choses dont on ne parle pas. Peut-être parce qu'on ne les connaît pas, ou peut-être parce qu'on a trop peur de les admettre. Dans tous les cas, ces choses-là se fichent moins de nous, pas même un peu. Pour elles, nous ne sommes rien de plus que des nuisibles qui grouillent sur leur territoire, comme des fourmis sur le chemin d'une botte. Tu vois, je fais partie de ce qu'on appelle la force d'intervention contre les cryptides. Ça sonne officiel, non? Et ça l'est. On a le budget, le matos, l'entraînement. Tous les jouets brillants que l'argent peut acheter. La plupart des gars avec qui je bosse, ce sont des anciens opérateurs des forces spéciales. SAS, Delta, Spetsnaz, Marsoc,
Tu les nommes, ils y étaient. Des tueurs endurcis venus des 4 coins du monde. Notre boulot, empêcher leur monde de trop déborder sur le nôtre. Être le mur qui sépare les ombres de ta vie paisible et ignorante. On va là où on a besoin de nous. Des endroits où il se passe des choses étranges. Des pics de disparition de randonneurs, des campeurs qui s'évaporent sans laisser de traces, des apparitions bizarres qui se multiplient. C'est là qu'on intervient. Le plus souvent, c'est une mission simple, trouver la menace, l'éliminer. Pas de négociation, pas de deuxième chance. Et on a un dicton ici qui résume bien notre travail. Rien que des balles ne puissent guérir. Laisse-moi te donner un conseil gratuit, ne cherche pas ces choses. Ce n'est pas un blockbuster hollywoodien ou un documentaire de Discovery Channel. Ces créatures n'en ont rien à faire de ta curiosité ou de ton goût pour l'aventure. Elles te tueront, tout simplement. Elles te déchiquetteront, boufferont ce qui leur est utile et laisseront le reste pour les charognards. On a ramassé plus qu'il n'en faut de chasseurs de cryptides amateurs dans des zones chaudes, leurs corps si mutilés qu'on a dû utiliser leur dossier dentaire pour les identifier. Tu crois être prêt ? Tu ne l'es pas. Même dans ce métier, tu ne vois pas tout. Il y a des cryptides là-dehors que je n'ai jamais rencontrés. Juste des histoires entendues autour d'un verre de whisky et d'un mauvais cigare, échangées entre équipes. Chaque rencontre est un cauchemar en soi, unique dans son horreur. Maintenant, un peu sur moi. J'étais dans les Force Recon. J'ai passé des années à voir à quel point l'humanité pouvait devenir monstrueuse quand elle retire ses gants. Ses souvenirs ne disparaissent pas. Ils s'accrochent à toi comme de la boue, te pèsent. Après être parti, j'ai fait un peu de mercenariat, un boulot qui te garde dans une zone grise, moralement parlant. Un truc en a amené un autre, et je me suis retrouvé recruté dans cette unité. Les bonnes compétences, ça finit toujours par se savoir. En ce moment, ma spécialité, ce sont les loups-garous et ce qu'on appelle les hommes-cerfs, des humanoïdes à tête de cerf aussi inquiétants qu'ils en ont l'air. Les hommes-cerfs, étonnamment, sont les plus calmes, paisibles même, tant que tu ne les provoques pas. Les loups-garous, c'est une autre histoire. On a réussi à établir une sorte de trêve fragile avec eux. La plupart, quand ils ne sont pas transformés, vivent complètement en marge. Ils ont accepté de rester discrets et de surveiller les leurs. Mais même ça, c'est loin d'être infaillible. Dernièrement, quelque chose a changé. Des rapports commencent à arriver. De grandes créatures bipèdes rôdent près des villes à la lisière des forêts. Des disparitions. Des familles appelant la police locale, tremblantes, bégayant que leurs enfants ont vu leur père se faire traîner au loin par ce qu'ils appellent des hommes-chiens. C'est ça, l'obscurité, pas vrai ? Tu ne sais jamais ce qui t'observe, juste au-delà de la lumière. On a décidé de rendre visite aux alphas locaux. Ce n'était pas le genre de rencontre où on envoie une invitation. C'était du business. 8 dans l'équipe, avec un QRF, Quick Reaction Force, de la taille d'un peloton posté à quelques kilomètres, prêt à débarquer en trombe si ça tournait mal. On s'est entassé dans notre MRAP et on a roulé en direction de la forêt. Le trajet était silencieux, à part quelques blagues ou histoires qui volaient ici et là. Moi, j'étais en train de piquer un somme, grappillant quelques précieuses minutes de sommeil, jusqu'à ce que le ralentissement subtil du véhicule me sorte de ma torpeur. Reçu, on arrive à toute vitesse. Puis, les hurlements. Ils arrivent. Oh mon Dieu, Jésus-Christ. Oh non! Les mots furent noyés dans un cri saturé d'électricité statique, juste au moment où les tirs au loin atteignirent un paroxysme, pour être engloutis par le rugissement d'un missile Hellfire qui s'écrasa au sol. L'explosion illumina la cime des arbres au loin, une lueur orange maladive dans la nuit. Pendant un moment, tout redevint silencieux, à part le bourdonnement dans nos oreilles. Nous étions là, hébétés, échangeant des regards lourds d'inquiétude. Conrad brisa le silence, sa voix froide et posée. Zweihander, ici Hunter Actual. Tous les effectifs confirmés. Nous restons en mouvement vers l'objectif. Comment me recevez-vous ? Zweihander à Hunter Actual, répondit une voix, sèche et professionnelle. Reçu, clair et net. Sachez que Wolfpack est neutralisé. Rendez-vous avec Eagle et Dragoon à 3 km de votre position. Reçu, Zweihander. Terminé. Conrad se tourna vers nous, son visage à peine éclairé par la faible lueur des phares encore allumés de l'MRAP renversé. Restez sur vos gardes, les gars. Ici, on est chez eux maintenant. Le tir de Hellfire avait dégagé le chemin, ou du moins rendu notre progression jusqu'à Eagle et Dragoon, bien plus simple. Quand nous avons enfin regroupé nos forces, notre effectif était conséquent, suffisant pour que même la meute rebelle y réfléchisse à 2 fois. Nous avons avancé à travers les arbres, la tension montant d'un cran à chaque pas jusqu'à ce que nous trouvions leur repère. Une grotte béante et obscure, avec des barricades de fortune bricolées autour de l'entrée. Primitif, mais suffisamment efficace pour nous faire hésiter.
Nous avons pris position, fusil à braquer, pendant que les commandants planifiaient leur approche. La mission était claire, neutraliser les hostiles et récupérer les captifs, s'il y en avait encore en vie, ou pire, s'ils n'avaient pas été transformés. C'est alors qu'il est apparu. Un gamin, pas plus de 19 ans, sortant de la grotte avec une arrogance insupportable, comme s'il était le roi du monde. Il se planta là, les bras croisés, rayonnant de suffisance. Derrière lui, d'autres silhouettes émergèrent, des formes indistinctes dans l'ombre. Le gamin éleva la voix, insolent et sûr de lui. « D'accord, on sait pourquoi vous êtes là, et croyez-moi, vous ne voulez pas vous frotter à nous. On peut tous vous défoncer, facile. Il n'y en a plus dans cette grotte que vous avez de balles. » Le protocole dictait notre réponse, et Conrad s'en chargea, imperturbable, sans une once d'hésitation. « Rendez-vous, lança-t-il d'une voix dure et mesurée. Soumettez-vous à l'autorité des alphas aînés. Libérez immédiatement les captifs. Tout refus entraînera une réponse létale. » Le gamin ricana, un mépris total se lisant sur son visage. Il nous regardait comme si nous n'étions rien, juste de la vermine à écraser. Puis, il leva le doigt dans un geste vulgaire, s'accroupit et commença à se transformer. Quel idiot, pensai-je, avant qu'il ne puisse terminer, un seul coup de feu retentit, tranchant la nuit. La balle de 7,62, argentée et mortelle, lui transperça le crâne, éclatant l'arrière de sa tête comme une pastèque. Son corps s'effondra, inerte, telle une marionnette dont on aurait coupé les fils. Le silence qui suivit était lourd, oppressant. Les autres, ceux qui étaient ressortis avec lui, restèrent figés. Ils fixaient en son corps, le sang qui s'étalait sous lui, puis nos fusils. Un à un, ils tombèrent à genoux, les mains levées en signe de reddition. Toute velléité de combat les avait quittés. Conrad ne perdit pas une seconde. Il me lança un regard accompagné d'un geste brusque de la main. « Toi, toi et toi, avancez, sécurisez et fouillez le repère. » Je me levai, avançant méthodiquement, mon fusil solidement tenu, chaque pas mesuré, du talon à la pointe, du talon à la pointe. La nuit était lourde, un noir si dense qu'il semblait envelopper tout, amplifiant chaque bruit, chaque souffle. En me rapprochant, j'eus une vision claire des prisonniers. Ceux qui s'étaient rendus, c'étaient à moi des gamins, à peine assez vieux pour se raser, certains d'entre eux. 2 ou 3 pleuraient, des larmes traçant des sillons propres sur leurs visages couverts de terre. Les autres restaient en là, immobiles, le regard vide, comme si leur âme avait été arrachée avec leur combativité. Nous avons attaché leurs poignets avec des colliers de serrage méthodiques, sans laisser place à la pitié. Ils ne résistèrent pas un mot. Même quand les larmes coulaient, ils les laissaient tomber en silence. Avec eux sous contrôle, nous nous tournâmes vers la grotte. Elle s'ouvrait devant nous, béante et profonde, exhalant une odeur de terre humide, mêlée à quelque chose de bien plus nauséabond. Je sortis une fusée éclairante de ma ceinture et l'allumai. La lumière rouge déchira les ombres. « Équipe de secours. Quelqu'un ici ?» Ma voix résonna, renvoyée par les parois de pierre. Au début, seul le silence répondit. Puis, un bruit. Faible, mais présent. Nous suivîmes le son, avançant toujours plus loin dans la grotte. Chaque pas semblait plus lourd, comme si l'obscurité elle-même cherchait à nous repousser. Et c'est là que nous les trouvâmes. Les disparus. 8 personnes regroupées, pâles et tremblantes, comme si elles avaient été traînées à travers l'enfer. 5 hommes, 3 femmes, leurs vêtements déchirés, leurs yeux écarquillés par la peur. Ils ne semblaient pas blessés physiquement, mais on pouvait lire la terreur gravée sur leurs visages. Ce qu'ils avaient enduré les avait vidés. « D'accord, dis-je, ma voix basse mais ferme. On va vous sortir de là. » Ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise 2 fois. Nous les avons fait avancer, un pas après l'autre, les guidant dans la nuit jusqu'au MRAP qui attendait comme des anges d'acier. Les médecins prirent le relais, les enveloppant dans des couvertures, vérifiant leurs blessures. Je les regardais monter à bord, sachant qu'ils seraient ramenés à la base, en sécurité. Ou du moins aussi en sécurité qu'on peut l'être après une épreuve pareille. Sur place, nous avons rassemblé ce que nous pouvions. Le chef de la meute, ce gamin arrogant qui croyait pouvoir défier une balle de sniper. Le tir de Hellfire avait fait le reste, éliminant leurs combattants les plus forts. Quant aux captifs, ils devaient être transformés, tordus pour devenir de nouveaux membres de la meute, une nouvelle génération de prédateurs. On avait empêché ça, au moins. Nous avons aussi récupéré les corps de Wolfpack. Chacun d'eux a été ramené, traité avec le respect qu'ils méritaient. Ils s'étaient battus jusqu'au bout, et nous leur avons offert un enterrement digne de guerriers. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'on pouvait faire. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Le boulot ne s'arrête jamais vraiment, et le commandement nous rappelle déjà. Quelque chose de gros se prépare dehors, et ils ont besoin de tout le monde sur le pont. Quelle que soit la situation, c'est assez grave pour glacer même Conrad. Prenez soin de vous. Gardez les yeux ouverts et votre poudre au sec. Et souvenez-vous, il n'y a rien que les balles ne puissent soigner. Vous savez, parfois, les pires monstres ne se cachent pas dans l'ombre ou ne rôdent pas dans les bois.
Ce sont juste des gens, tout simplement. Des gens qui se croient invincibles, armés de fusils et d'un ego surdimensionné, convaincus qu'ils vont décrocher un bout de légende. Et laissez-moi vous dire, ces soi-disant chasseurs de cryptides, je les déteste avec passion. Chaque fois qu'ils débarquent, c'est une catastrophe en devenir. Laissez-moi planter le décor. Les choses étaient à moitié calmes autour du camp, d'un calme inquiétant, celui qui vous donne la chair de poule sans raison apparente. Puis, les gardes du périmètre ont repéré une des créatures cerfs s'approcher de nous. Normalement, ça ne suscite pas de panique. Elles sont méfiantes, certes, mais elles ont appris à nous faire assez confiance pour passer près de nous, échanger peut-être un regard prudent et repartir. Mais cette fois, c'était différent, vraiment différent. Le garde a appelé à la radio, sa voix tendue. La créature cerf, c'était une femelle, tenait quelque chose dans ses bras, un paquet. Et ce paquet, eh bien, c'était son petit. Mort, une balle nette, propre, dans la poitrine de l'enfant. Ces créatures cerfs, elles ne ressemblent à rien de ce que vous avez pu lire dans le folklore. Elles ne sont pas malveillantes, pas prédatrices, juste prudentes. Elles vivent recluses dans les zones denses de la forêt, toujours sur leur garde. Il a fallu des années de travail méticuleux pour gagner leur confiance. Elles comprennent notre langue, au moins assez pour faciliter leur relocalisation quand elles s'approchent trop près du camp. Mais elles n'oublient pas, et elles ne pardonnent pas. Il s'est avéré que le petit s'était éloigné, juste un peu, en explorant, pas loin, pas vraiment, parce que le troupeau était proche, toujours attentif au danger. Mais le danger ne s'annonce pas toujours. Le chef du troupeau a dit que l'air semblait étrange, comme avant un orage. Puis ils ont entendu le coup de feu. Quand ils sont arrivés, les deux humains étaient déjà là, penchés sur le corps. Ils n'avaient même pas la décence de paraître honteux. Ils ont juste pris la fuite quand les mâles sont arrivés. La mère a porté son enfant directement vers nous, comme si nous étions les seuls à pouvoir l'aider. Et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. Ce lien de confiance qu'on avait construit au fil du temps, il était sur le point de se briser sous le poids de leur chagrin. Zweihander, notre commandant de base, les a renvoyés avec autant de réconfort qu'il pouvait leur offrir. Puis il a pris les communications, mobilisant toutes les ressources qu'il avait auprès de nos contacts locaux. Ce qu'on a découvert m'a retourné l'estomac. Un groupe de chasseurs, non, rayez ça, d'idiots armés, avait traîné dans la région, se faisant appeler chasseurs de cryptides. Certains avaient été entendus marmonnant qu'ils cherchaient un troupeau de Wendigos. Des Wendigos, comme s'ils avaient la moindre idée de ce à quoi ils s'attaquaient. Après l'incident, le groupe entier avait plié bagages et s'était retranché quelque part au fond des bois. Nous avons lancé un drone, et voilà, un campement de fortune, des signatures thermiques regroupées comme des cafards sous une pierre. Ils avaient taillé même des barricades et des positions de combat, de vrais professionnels. Les ordres étaient à l'éclair, observer la zone, comprendre ce qu'ils tramaient et, si possible, démanteler leur opération avant que ça ne dégénère. Mon équipe, l'équipe Hunter, a eu l'honneur de prendre la tête de l'opération. Nous avons débarqué à 4 km de leur position, avançant à pied, silencieux comme des ombres dans une nuit d'encre. La forêt nous enveloppait, dense et oppressante. Chaque pas semblait résonner à des kilomètres, bien que la nuit fût remplie des sons habituels, le bruissement des feuilles, le ululement occasionnel d'une chouette, le craquement lointain d'une branche. Puis, l'odeur nous a frappés. D'abord, elle était subtile, comme de la viande crue, oubliée trop longtemps. Mais à mesure que nous progressions, elle s'intensifiait, devenant plus forte, plus acérée. Du sang frais. Conrad leva le poing et nous nous sommes figés sur place, chaque nerf en alerte. Le campement était juste devant, enveloppé dans l'obscurité. Mais quelque chose clochait. Pas de bruit, pas de mouvement. Juste cette odeur lourde, étouffante, de sang qui flottait dans l'air comme un avertissement. Conrad ouvrit la main, un signal pour avancer, lentement et prudemment. Un pas après l'autre, nous progressions, le cœur battant, les fusils prêts. Et puis, nous l'avons vu. Le camp s'étalait devant nous, étrangement silencieux, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. En avançant plus loin dans le camp, la vérité de ce qui s'était passé se déploya devant nous comme un cauchemar cousu à partir des pires recoins de l'esprit. Des morceaux de corps jonchèrent le sol, certains méconnaissables, d'autres encore agrippés à des armes. Le sang maculait les barricades, les véhicules, et l'herbe piétinait en des éclaboussures brutales et désordonnées. Des douilles vides scintillaient sous la lumière de la lune, tapissant la zone. Il était clair qu'ils avaient tiré dans toutes les directions, comme s'ils combattaient des fantômes. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Nous nous sommes dispersés, chacun attiré par une partie différente du carnage, essayant de reconstituer ce qui avait mal tourné. Le schéma des douilles racontait une histoire de panique, d'hommes tirant frénétiquement, comme si aucune puissance de feu ne pouvait arrêter ce qui les attaquait. Un froid glacial s'installa dans mon estomac. Ce n'était pas un territoire de loups-garous, pas même proche, et les créatures cerfs ne seraient jamais venues ici. Elles étaient au Pacifique,
et loin d'être hostile, même sous provocation. Je jetai un coup d'œil à Conrad, immobile, au milieu des débris, le visage pâle, sous la lumière de la lune. Ses yeux balayaient hors la scène, son esprit visiblement en ébullition pour essayer de comprendre. Mais il n'y avait rien ici qui avait du sens, ni pour lui, ni pour aucun d'entre nous. Et puis, cela m'a frappé. Cette sensation, comme si nous n'avions pas notre place ici, comme si la forêt elle-même nous observait avec un souffle suspendu. Cela me rongeait les nerfs, une peur viscérale et ancestrale qui me criait de fuir, de partir avant que quelque chose de pire n'arrive. Ma peau se hérissait, et ma respiration devenait courte, saccadée. Les ordres aboyés de Conrad me sortirent de ma torpeur. Il faisait les 100 pas maintenant, frénétique d'une manière que je ne lui avais jamais vue, même sous le feu ennemi. Sa main plaquée contre son casque, sa voix tremblait alors qu'il lançait un appel. « Zweihander, ici Hunter en chef. Soyez avisés, Algonquin. Toutes les unités sur le réseau. Message suivant. Algonquin. » Le mot me frappa comme un coup de poing à l'estomac. Mon sang se glaça. Algonquin, le code pour Wendigo. Nous avions entendu les rumeurs, bien sûr. Le commandement nous avait briefé sur les histoires, renforcé les patrouilles, nous avait dit de rester vigilants pour tout ce qui sortait de l'ordinaire. Mais les rumeurs, c'était une chose. Voir de ses propres yeux les conséquences de ce que ces créatures pouvaient faire, c'était une toute autre histoire. Un mouvement a clignoté du coin de mon œil, une ombre floue contre l'immobilité des arbres. J'ai pivoté, mon fusil braqué sur l'endroit d'où venait ce mouvement. Mon doigt tremblait sur la détente alors que je plissais les yeux pour percer les ombres. Et c'est là que je les ai vus, 2 yeux rouges, luisants, qui me regardaient depuis l'obscurité. « Contact !» ai-je crié, ma voix se brisant, mon doigt pressant la détente avant même que je ne m'en rende compte. Les rafales de tir ont illuminé la lisière des arbres, et je l'ai vue, une silhouette squelettique, ces bois pourris projetant des ombres déchiquetées. Ma 3e balle l'a touché, et la créature a poussé un hurlement, aigu et guttural, un cri de faim, de haine et de quelque chose de profondément primitif. La forêt s'est embrasée. D'autres ont jailli des arbres, leurs yeux rouges flamboyants, leur corps émacié se déplaçant avec une vitesse terrifiante. Leur bois scintillait sous la lumière de la lune, tordu et acéré, et leur puanteur nous a frappés comme une vague. La mort, la décomposition, et quelque chose d'ancien, de plus fétide encore. Nous avons ouvert le feu. Les balles ont déchiré la nuit, transperçant les créatures. 3 sont tombés rapidement, leurs corps s'effondrant comme des marionnettes, dont on aurait coupé les fils. Mais la 4e, elle allait passer. Elle se mouvait, comme une ombre incarnée, se précipitant sur notre ligne. Le Wendigo a attrapé Malcolm, le soulevant comme s'il ne pesait rien. Il l'a projeté en l'air, et avant que nous puissions réagir, l'a balayé de côté comme une poupée de chiffon. Le bruit de son corps touchant le sol était écœurant, des os qui craquaient, de la chair qui cédait. Il était parti, juste comme ça. Je hurlais et tirais, mes balles perforant le crâne de la créature. Elle s'est effondrée dans un frémissement, et le silence qui a suivi était assourdissant. Nous avons agi vite, traînant les corps des Wendigo pour les empiler et y mettre le feu. Le feu crépitait et rugissait, les flammes dévorant le cauchemar dont nous venions de réchapper. Le QRF est arrivé peu après, leur visage blême en découvrant la scène. Ils ont chargé le corps de Malcolm sur une civière, le couvrant d'une couverture avant de l'emmener. Le reste de l'équipe a démonté le camp, récupéré les restes et nettoyé la zone. Mais rien ne pouvait effacer la mémoire de ce qui s'était passé. Le trajet de retour à la base s'est fait dans le silence. Nous avions perdu Malcolm, un homme bien, à cause de l'arrogance d'imbéciles qui pensaient l'en pouvoir jouer avec un monde qu'ils ne comprenaient non pas. Mais autre chose nous rongeait, encore plus que la perte. Les Wendigo. De vrais Wendigo en chair et en os, ici, sur notre territoire. Leur comportement changeait, et nous ignorions pourquoi. Le commandement a lancé une enquête approfondie, et la base est passée en état d'alerte maximale, le plus élevé que j'ai jamais vu. Quelque chose bouge, là-dehors, et quoi que ce soit, ce n'est pas bon signe, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, rien que les balles ne puissent guérir. Les choses sont tendues ici ces derniers temps, plus tendues que d'habitude, et c'est peu dire. Le commandement nous a mis en état d'alerte maximale. Les drones volent en permanence, les yeux rivés au ciel, les oreilles scotchées aux communications. Chaque recoin de cet endroit est comme un fil tendu, prêt à se rompre, comme si nous attendions qu'un événement majeur éclate. Les patrouilles ont été renforcées, les rotations doublées, et si quelqu'un dort, ce n'est sûrement pas pendant les heures de service. Au milieu de ce chaos, on a accueilli un nouveau pour remplacer Malcolm. Si vous ne savez pas qui était Malcolm, retournez lire les postes précédents. Pas le temps de faire un cours de rattrapage ici. Pour l'instant, appelons le petit nouveau Rook, parce que, eh bien, c'est ce qu'il est, de la chair fraîche sur l'échiquier qui apprend encore les règles de ce jeu. Rook n'était pas étranger à l'action. Rangers,
4 missions en Afghanistan. Bon sang, on a peut-être été sur le terrain en même temps, mais il a cette allure, droit comme un i, tendu comme un ressort. Le genre de gars qui n'a pas encore baissé le volume de la zone de guerre. Je savais que le mettre au niveau pour ce qu'on fait ici serait un défi, pas seulement à cause du boulot lui-même, mais aussi à cause des voisins un peu particuliers avec lesquels on doit composer. Quand vous signez ici, ils vous vendent une grande idée noble. Vous êtes le rempart entre les innocents et les monstres qui rôdent dans la nuit. Ça sonne bien, non? Mais ensuite, vous arrivez et vous rencontrez ces soi-disant monstres. Et vous réalisez que certains d'entre eux veulent juste qu'on leur fiche la paix, qu'on les laisse vivre leur vie dans l'ombre. Avec le temps, on a établi un système qui fonctionne, du respect mutuel, des frontières claires. Ce n'est pas parfait, mais ça nous a permis de rester en vie, et pour la plupart entiers. Pour les nouveaux, c'est toujours un choc. Certains s'adaptent, d'autres non. Quand Rook est arrivé, c'est moi qui l'ai accueilli sur l'aire d'atterrissage. Le Chinook est arrivé vite et brutalement, soulevant un nuage de poussière et de bruit. La rampe s'est abaissée, et un mélange de recrues au visage encore innocent et de vétérans épuisés a déferlé. Rook s'est immédiatement démarqué. Coupe rasée, regard qui balayait tout comme s'il cataloguait déjà les menaces, j'ai tendu la main. « Bienvenue dans l'équipe Hunter. Je suis ton nouveau babysitter. » Sa poignée de main était ferme, sa voix sèche. Content d'être là. « Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la zone d'opération ?» Il regardait déjà autour de lui, observant les équipes aériennes qui s'activaient pour ravitailler l'appareil. Je lui ai fait une version courte. Au nord, on a un bidonville rempli de loups-garous. À l'est, les cervidés. À l'ouest, des tribus de Sasquatch. Chacun a ses particularités, mais on a mis en place des systèmes. Suis les ordres, respecte les règles, et tu pourrais bien rentrer chez toi avec tous tes morceaux. Il a hoché la tête brièvement, jeté son sac près de sa couchette et demandé quand on partait. Pas de bavardage, pas d'installation, juste directement au cœur du sujet. Quelques heures plus tard, nous sommes partis pour une patrouille au nord, vers le bidonville des loups-garous. Une opération standard, juste pour vérifier après un signalement. Rien de spécial. On avait allégé notre tenue, équipement de combat, sans l'ensemble tactique complet. Les locaux sont habitués à nous voir comme ça, et ça aide à garder une atmosphère détendue, la plupart du temps, du moins. Le bidonville était le même mélange habituel de caravanes rouillées, de tentes rafistolées, et de fumée s'échappant de cheminées de fortune. Des visages familiers nous ont salués d'un signe de tête pendant qu'on avançait. Mais Rook, il tranchait comme un couteau. Son regard passait partout, sa posture trop raide, comme s'il attendait une embuscade. Les locaux l'ont ressenti aussi, ils gardaient en leur distance, sentant son malaise comme des animaux flairent un danger. Puis c'est arrivé, une altercation près d'un camping-car. Je me suis retourné pour voir Rook en train de passer des menottes en plastique à un type devant sa famille. La femme grognait, ses enfants pleuraient. Elle a commencé à se transformer, son corps s'étirant, se tordant, de la fourrure jaillissant alors que sa rage montait en flèche. Rook a paniqué, levant son fusil, hurlant qu'elle devait se calmer. C'était un baril de poudre et la mèche brûlait vite. J'ai foncé, me plaçant entre eux. J'ai crié son nom, ma voix stable, la suppliant de se calmer. Elle a tourné son museau grondant vers moi, a reniflé l'air et a hésité. Lentement, elle a commencé à reprendre forme humaine, ses traits s'adoucissant. Mais la tension ne s'est pas dissipée. Le mari m'a adressé un signe de tête en guise de remerciement alors que je le libérais, mais ce n'était pas fini. J'ai attrapé Rook par la sangle de son gilet pare-balles et je l'ai plaqué contre un arbre. Mon poing droit s'est abattu durement sur sa mâchoire. « À quoi tu pensais ?» ai-je rugi. Il m'a repoussé, criant quelque chose à propos de protéger l'humanité. Là, j'ai perdu pied, mes mains autour de sa gorge, prêt à lui apprendre à la dure ce que ce boulot signifiait vraiment. Il a fallu 2 gars pour me faire lâcher prise. Le trajet de retour à la base s'est fait dans un silence lourd, le genre de silence qui pèse, comme une tempête prête à éclater. Conrad a pris Rook à part dès notre retour, le sermonnant sévèrement. Il lui a expliqué que son coup de tête aurait pu coûter des vies, pas seulement les nôtres, mais celles de tout le bidonville. Ce n'était pas une zone de guerre en noir et blanc. Ici, tout était nuance de gris, et Rook devait la prendre vite. Avant même qu'on ait pu digérer la journée, commandement a lâché une bombe. Les Wendigo, ils avaient en trouvé la source des migrations, et c'était mauvais, assez pour mobiliser toute la base. Unité blindée, aviation, tout le bazar. Ça va être un carnage, je vais être hors ligne un moment. Si je reviens, je vous raconterai comment ça s'est passé. Restez vigilants, et souvenez-vous, il n'y a rien que les balles ne puissent guérir. Laisse-moi te raconter ces derniers jours. Ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie, pas si on a la chance d'en sortir vivant. Cette fois, on les a affrontés directement, en plein cœur, gelés et morts de leur territoire. Le commandement avait repéré la source de l'afflux incessant des Wendigo. Et pour une fois, on n'a pas attendu qu'ils viennent à nous. On est parti en chasse. Ce n'était pas une escarmouche classique.
Le commandement n'a pas envoyé des troupes au sol comme appât. Non, ils nous ont armés jusqu'aux dents. Véhicules blindés, soutien aérien et assez de puissance de feu pour faire réfléchir même ces cauchemars ambulants. On savait tous que c'était un aller simple pour ceux qui n'étaient vraiment pas prêts. Les Wendigo, eux, n'hésiteraient pas. Ils déchireraient l'infanterie comme des loups s'attaquant à de la viande crue. Alors, on s'est préparé pour une véritable guerre. Tout a commencé avec un appel d'une base sœur près de la frontière canadienne. Leur drone avait repéré des signes, ces indicateurs qu'on ne veut pas découvrir à moins d'être prêt à se battre. Les Wendigo descendèrent vers le sud et ce n'étaient pas juste quelques errants. Ils voulaient savoir si on se joindrait à eux pour une opération combinée de recherche, de sauvetage et d'anéantissement. Zweihander n'a pas hésité. Ils nous ont envoyés au nord avec tout ce qu'on avait, et j'étais de la partie. La lumière du jour était à notre allié. La nuit leur appartenait. On savait mieux que de leur donner cet avantage. On a troqué nos habituels MRAP pour des strikers et des laves, des bêtes blindées hérissées de puissance de feu. Les strikers avaient leurs canons de 30 mm, et les laves étaient équipés de munitions incendiaires et de lance-flammes. Au-dessus de nous, des hélicoptères Apache et Cobra surveillaient les cieux. Black Raven et Roaring Dragon, leurs noms de code, des noms que tu veux entendre dans ton camp. Les équipes au sol étaient tout aussi bien équipées. Mon unité, Hunter, avait été déployée aux côtés de Dragoon, Eagle, River et une liste d'autres. Echo, Griffon, Hitman, Assassin, Oddball. En arrivant au point de rendez-vous, d'autres unités nous ont rejoints. Toolbox, Shogun, Reaper, Talon, Archangel. C'était une petite armée. Il le fallait. L'avancée dans la forêt a commencé dans un silence pesant. Trop pesant. La neige craquait sous nos bottes. Les branches oscillaient au-dessus de nos têtes. Mais plus on s'enfonçait, plus la tension devenait palpable, comme si l'air lui-même nous avertissait de rebrousser chemin. Puis, ça a commencé. Des petits détails d'abord, des cailloux rebondissant sur nos véhicules, des arbres qui s'effondraient de manière étrange sur notre passage. Des ombres se glissaient entre les arbres, trop rapides pour qu'un œil humain puisse les suivre. La Bleusaille, notre nouvelle recrue, essayait de garder son calme, mais je voyais ses mains trembler. Franchement, j'aurais été plus inquiet s'il n'avait pas eu peur. La peur te garde en vie là-bas. Puis, la couverture aérienne a ouvert le feu et tout a basculé dans le chaos. Les Apaches et Cobras ont déchaîné l'enfer sur la lisière de la forêt, leurs canons rugissant comme des dieux en colère. La neige explosait dans les airs, des nuages épais de blanc se mêlant aux éclaboussures d'un rouge sombre. Leurs hurlements s'élevaient au-dessus de la mêlée, inhumains, des cris qui semblaient gratter ton âme, essayant de la briser. À l'intérieur du lave, Conrad appuyait une main sur son casque, écoutant les ordres, tandis que le reste d'entre nous agrippait nos armes, l'adrénaline montant en flèche alors que nous attendions. Enfin, Conrad a donné le signal. « Hunter, en avant, engagez !» La rampe s'est abaissée et le froid nous a frappés comme une gifle, la lumière du soleil se réverbérant sur la neige comme une grenade flash. Pendant un instant, on aurait dit qu'on entrait dans un autre monde, un endroit intact et paisible. Puis, les tirs et les hurlements nous ont ramenés à la réalité. Les Wendigo nous ont foncé dessus, minces et squelettiques, leurs mouvements trop rapides, trop fluides, comme sortis d'un cauchemar. Leurs hurlements me glacèrent le sang, mais seulement un instant. Mon entraînement a pris le dessus. J'ai tiré, le HK 416 cognant contre mon épaule alors que je visais ces formes émaciées qui chargeaient à travers la neige. L'une d'elles est tombée, sa poitrine s'embrasant sous l'impact d'une balle incendiaire. Une autre, puis encore une autre. On avançait dans un rythme brutal, progressant sous le rugissement des hélicoptères et le martèlement implacable des canons de 30 mm. Ce n'était pas une bataille, c'était une purge. On les repoussait, toujours plus loin dans la forêt, vers leurs repères. Les heures passaient dans un flou de tirs et de hurlements, la neige blanche devenant écarlate sous nos pieds. Quand la lune s'est levée, on aurait dit que la forêt elle-même hurlait avec eux. Ils arrivaient en masse, des dizaines, peut-être des centaines, leurs cris résonnant entre les arbres, alors qu'ils se précipitaient pour défendre leurs congénères mourants. Je me frayais un chemin à travers le chaos, mes bottes écrasant une neige tachée de sang et de cendres. La force de frappe blindée avait établi un périmètre solide. Des rangées de véhicules, comme des sentinelles d'acier, chacune flanquée de positions fortifiées, où des équipes d'armes lourdes déchaînèrent des rafales de traçantes dans la nuit. L'air vibrait sous la cacophonie de la guerre. Le martèlement rythmique des mitrailleuses, le rugissement guttural des lance-flammes et les cris étranges et viscéraux des Wendigo déchiquetés par le feu et le plomb. J'aperçus Conrad près du véhicule de commandement, son visage figé dans une concentration froide alors qu'il me faisait signe de venir. « On avance plus loin !» aboya-t-il, sa voix perçant le vacarme ambiant. Je hochai rapidement la tête avant de courir chercher les autres.
Le premier que je trouvai fut la Bleusaille, accroupie près d'une équipe d'armes lourdes. Il aidait à fixer les M249, ses gestes rapides mais maîtrisés, comme quelqu'un qui relègue sa peur au second plan. Nos regards se croisèrent brièvement. Il hocha la tête, sans un mot, avant de pivoter pour me couvrir alors que les artilleurs ouvrirent le feu, le rugissement saccadé des tirs de suppression étouffant les hurlements lointains. Un par un, je rassemblai les autres membres de l'équipe et nous rejoignîmes Conrad et Shogun. Le convoi était déjà en mouvement, un mur roulant d'acier et de puissance de feu. Les laves et streakers grondaient en avant, leurs canons et lance-flammes vomissant la mort dans l'obscurité. Les flammes illuminaient le champ de bataille par éclairs fantomatiques, projetant de longues ombres vacillantes sur la neige. L'un des Wendigo, un bras en feu, poussa un hurlement terrifiant avant de se jeter sur un striker. Le conducteur réagit vite, reculant alors que la créature griffait et frappait le blindage. Plus de flammes vinrent l'engloutir, léchant goulûment son corps tandis qu'il se débattait, sa chair se détachant pour révéler muscles et os. Il s'effondra enfin, une carcasse fumante, mais un autre surgit aussitôt des ténèbres, seulement pour être abattu avant d'atteindre la ligne. Plus nous nous rapprochions de leur repère, plus l'air devenait lourd, étouffant, chargé de la puanteur de la décomposition et du soufre. Et c'est là qu'il apparut, plus grand que tout ce que nous avions vu jusqu'à présent, traînant une énorme branche comme une massue. Ses mouvements étaient lents, empreints d'une intention ancienne. Ce n'était pas simplement un Wendigo, c'était quelque chose de plus vieux, une entité qui avait vu les siècles défiler comme des saisons. L'air semblait crépiter sous l'effet de sa rage, son rugissement guttural faisant trembler le sol sous nos pieds. « Ouvrez le feu !» hurla Conrad, et tout explosa. Les traçandes zébrèrent la nuit, les canons tonnaient, et même les lance-flammes crachèrent des torrents de feu liquide. La créature vacilla. Sa chair brûlait pendant en lambeaux, mais elle avançait toujours. Elle balança la branche avec une force terrifiante, fracassant le flanc d'un lave et projetant un groupe de soldats comme des poupées de chiffon. La Bleusaille et moi avançâmes d'un même mouvement, pas à pas, talon contre pointe. Nos armes aboyaient à l'unisson, chaque balle percutant la silhouette massive de la bête. Quand je rechargeais, il me couvrait. Quand il rechargeait, je faisais de même. La créature rugit à nouveau, sa voix résonnant dans la nuit comme un tonnerre. Elle chancela, reculant dans l'entrée de la tanière, comme si elle refusait de céder son territoire. Puis l'appel arriva par radio. Soutien aérien en approche. Conrad cria qu'il fallait battre en retraite, et nous reculâmes en tirant par intermittence, progressant par bonds vers la sécurité de la ligne blindée. Les Apaches arrivèrent dans les premiers, leurs canons de 30 mm, déchaînant une tempête de feu qui illumina la nuit. Les Cobras suivirent, lançant des missiles TOW, qui frappèrent la tanière avec une force dévastatrice. Et enfin, l'apothéose, 3 Hellfire d'Apache striant le ciel pour venir percuter la bête et la caverne derrière elle. Les explosions peignirent le monde d'une lueur orange aveuglante, suivie de vagues de chaleur alors que les laves avançaient, leurs lance-flammes déversant un torrent de feu liquide dans les décombres. Quand ce fut fini, la forêt était silencieuse, à l'exception des crépitements des flammes et des souffles haletants des survivants. Pendant un instant, personne ne bougea, fixant l'enfer incandescent où la tanière et l'antique Wendigo avaient jadis existé. Puis quelqu'un lança un cri de victoire, brut et rauque, qui se propagea à travers les rangs. On l'avait fait, on avait regardé l'abîme en face et on s'était battu. Pour une fois, les ténèbres n'avaient pas gagné. Depuis, tout est calme. Aucune apparition, aucun incident. Juste une paix fragile pour l'instant. Mais elle ne tient qu'à un fil. Dans quelques heures, je serai de retour en patrouille, vérifiant auprès des tribus Sasquatch et m'assurant que rien ne bouge dans les ombres. Restez prudents. Et souvenez-vous, il n'y a rien que les balles ne puissent guérir.